Mais tout de suite, on commence, je vous le disais, par faire le point sur notre alimentation, sur ce qu'on mange. Augmenter de 10% sa consommation de produits ultra transformés augmenterait le risque de cancer. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit exactement. Alors justement, Nicolas Guggenbuhl, qu'est-ce qu'on entend exactement par aliments ultra transformés? Alors, comme leur nom le suggère, c'est des aliments qui ont subi un haut degré de transformation. Donc, on a des simples transformations comme faire du pain, par exemple, avec de la farine et de l'eau. C'est déjà une première transformation. Mais ici, il s'agit, grosso modo, d'aliments industriels. Bon, ça englobe tant des boissons sucrées, des soupes instantanées, des pizzas surgelées, des nouilles instantanées, beaucoup de produits instantanés, des saucissons, cervelas, etc. Des aliments qui généralement contiennent souvent un certain nombre d'additifs et sont souvent aussi assez gras, sucrés et ou salés. Ouais, donc vous avez déjà effectivement répondu en partie à ce qu'ils contiennent. Professeur Alfred Bernard, bonsoir. Qu'est-ce qu'ils contiennent exactement, ces aliments ultra transformés qui seraient mauvais pour nous? Ils contiennent bien sûr les additifs qu'on vient de mentionner, donc phosphate, nitrate, qui sont des conservateurs ou des adjuvants pour leur donner un bon goût. Mais ils contiennent surtout des produits néoformés suite au traitement, à la transformation thermique. Et ça caractérise... Par la chaleur, ils vont fabriquer de nouvelles substances. Oui, donc vous avez des nouvelles substances qui apparaissent. Le classique des classiques, c'est l'acrylamide qui se forme dans les pains, dans tout ce qui est d'origine végétale échauffée au-delà de 120 degrés. Vous avez l'acrylamide qui se forme et qui, dans le corps humain, se transforme en un composé génotoxique. Oui, mais est-ce que ce sont les aliments ultra transformés? Pas nécessairement. La première transformation dont on parlait. Oui, mais vous retrouvez, non, dans les aliments ultra transformés, beaucoup sont chauffés. Beaucoup. Si vous prenez des pizzas, etc., ces aliments sont chauffés. Et donc, vous avez cet aspect-là, donc le traitement thermique qui va modifier les molécules. Vous avez aussi ces additifs qui sont ajoutés. Et parmi le traitement thermique, on a mentionné les saucissons. Mais autrefois, pour garder la viande, qu'est-ce qu'on faisait? On ajoutait du sel. On bourrait ça de sel, bien sûr, et on fumait en quelque sorte. Si vous fumez un aliment, vous allez engendrer des composés qui sont donc génotoxiques, cancérogènes. Et donc, c'est le mode de vie occidental. Tout ça est bon, tout ça est agréable à manger, mais au fond, c'est malsain. Oui, mais ça veut dire, professeur Neve, si moi-même, en cuisinant, j'ajoute, par exemple, du sel ou du sucre dans ce que je cuisine, l'aliment est transformé également, alors? Oui, mais ce sont des transformations, disons, courantes, qui offrent peu de risques si on reste modéré. Bon, le sel... Donc, quelle est la différence pour qu'on comprenne bien, avec ce qu'on appelle l'aliment ultra-transformé qui couvre une très large gamme de produits? Dans les ultra-transformés, on a parfois du mal à reconnaître l'aliment. Pensons aux soupes en sachet, par exemple, tout à fait pulvérisées. Et là, vous aurez du mal à dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais en fait, ce qu'il y a dedans, ce sont des légumes qui ont été broyés, réduits en poudre, toute une série d'additifs, des épaississants, des conservants, etc. Donc, on pousse les transformations extrêmement loin, si vous voulez, dans ces aliments ultra transformés. L'exemple du saucisson, par exemple, on part de la viande et puis on se retrouve avec des petits morceaux de viande, du gras, donc il des conservants. Il ne reste plus grand-chose oui. de l'aliment de départ dans l'aliment final. Dès qu'on ajoute des choses supplémentaires, notamment les fameux additifs dont parlait M. Bernard, mais là, c'est déjà un signe de transformation très important. Oui, un indicateur très simple pour faire la différence entre un aliment moins transformé et ultra transformé, c'est la longueur de la liste des ingrédients. On va voir qu'il y a en fait énormément d'ingrédients. Des ingrédients qui ont été fractionnés, morcelés, donc on n'a pas une farine complète, on a des amidons raffinés, un peu de farine blanche, des épaississants, et moins on reconnaît additifs. les noms sur la liste d'aliments, moins ça nous évoque un produit alimentaire. La longueur de la liste d'aliments est déjà un indicateur. 5% de légumes et 95% d'additifs, de mélanges chimiques. C'est un aliment transformé. Alors, on savait que ces aliments n'étaient pas très bons pour la santé. On a parlé d'obésité, on a parlé de maladies cardiovasculaires qui pouvaient être générées par la consommation de ces aliments. Professeur Neve, une étude française est parue récemment qui montre que, je le disais en début d'émission, augmenter de 10% sa consommation de ce type de nourriture élèverait de 12% le risque de développer certains cancers. Donc cette étude s'appelle Nutrinet Santé. C'est une étude qui a été initiée et développée en France, qui est assez exceptionnelle dans son design, dans la façon dont elle est réalisée, parce que les personnes sont suivies régulièrement par rapport à ce qu'elles mangent. Donc, dans ce cas-ci, c'est 8 ans d'observation. Donc, c'est une étude qui s'étend sur 8 années. C'est une étude qui s'étend pour le moment sur 8 années, ce qui est du jamais vu, parce qu'habituellement, on fait des photographies très, très ponctuelles des situations. Ici, c'est vraiment les mêmes personnes qui sont suivies pendant
8 ans. Et pendant ces temps-là, on observe les événements de santé. Cancer, maladie cardiovasculaire, autres problèmes de santé. Et donc, après cela, on met tout dans une machine, on fait des relations entre ce qu'on mange, le type d'aliments qu'on mange, et l'évolution de sa santé. Et donc, le problème des aliments ultra-transformés n'est pas neuf, effectivement. C'est une classification qui est assez nouvelle, mais ils ont observé, effectivement, cette corrélation. Les personnes qui mangent le plus d'aliments ultra-transformés ont aussi le plus de cancers qui apparaissent, cancers généraux et aussi cancers du sein. Ouais, étude sérieuse, donc, selon vous, qui attend... C'est en tout cas une étude qui est réputée, donc elle est tout à fait sérieuse parce qu'elle est faite par des grands scientifiques, des grands nutritionnistes. Le protocole a été approuvé, reconnu de façon internationale. Les résultats arrivent au compte-gouttes parce que ce qui est important, c'est effectivement la durée d'attente. Si on fait une photographie, on a une situation à un moment. Ici, c'est 8 années qui sont écoulées avec 3 à 4 enquêtes par an. Et la situation, l'évolution des maladies, vous savez que pour qu'un cancer apparaisse, il faut quand même quelques années aussi. Est-ce que ça veut dire alors qu'on peut effectivement faire ce lien désormais entre la consommation d'aliments ultra-transformés et le cancer? Donc là, les auteurs sont un petit peu réservés, en ce sens qu'ils constate, si vous voulez, qu'il y a effectivement d'autres facteurs qui peuvent intervenir que la qualité nutritionnelle stricte, si vous voulez, et notamment le problème des additifs, le problème des emballages aussi, que M. Bernard connaît très bien aussi. Donc, toutes les causes, toutes les relations cause à effet ne sont pas encore clairement examinées ni explicitées. Mais en tout cas, c'est une première étude qui marque. Maintenant, d'autres doivent suivre pour confirmer ou infirmer ces tendances. Ouais, alors oui, professeur Bernard, peut-être d'abord au fond, parce que l'échantillon avait été un petit peu mis en cause, ou en tout cas, on avait soulevé le fait que l'échantillon n'était peut-être pas suffisamment représentatif, donc l'échantillon qui a permis cette étude. Hein. C'est quand même 100 000 personnes. Hein. Si ça n'est pas représentatif... Non, ça c'est suffisant. Au-delà de plusieurs milliers, ça devient suffisant. Non, c'est une étude prospective, c'est vrai qu'elle est un peu courte. La difficulté dans ce genre d'études, c'est d'établir des relations causales. Et le problème des aliments ultra-transformés, c'est qu'il y a un mode de vie particulier. Et donc les gens qui travaillent vont consommer surtout des aliments ultra-transformés. Ils auront des restaurants, ils achèteront à côté dans des petits magasins, etc. Des gens qui ne travaillent pas, c'est le cas de ma femme par exemple, elle ne fait que cuisiner. Et donc on ne consomme pas d'aliments ultra transformés. Mais c'est ça le mode de vie. Et donc ça signifie que vous avez des facteurs de stress, vous avez du travail, c'est multifactoriel au fond. Et le cancer du sein est un cancer, comme beaucoup de cancers, qui sont multifactoriels. Donc il faut quand même, quand même être prudent avec cette étude. Donc ce que vous voulez dire, c'est que le lien de causalité n'est pas toujours démontré. N'est pas forcément celui-là. Non, parce que le lien entre cancer du sein, par exemple, ces aliments-là n'est pas évident. Ce qui est bien rapporté, ce sont des cancers du tube digestif. Ça, c'est logique. Cancer du côlon, cancer de l'estomac, les études montrent effectivement, les charcuteries notamment, sont associées à ce type de cancer. Et on sait ça depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Ça, ce sont les plus transformés, les aliments. Ce sont des charcuteries. Mais donc, oui, professeur Neve, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de neuf, finalement, avec cette étude ? Oui, bien sûr, il y a des choses neuves. D'abord, c'est la première du genre qui existe. Donc, ils sont précurseurs, mais ça doit être confirmé. Mais ce qui est, disons, inquiétant chez nous, si vous voulez, c'est que ces aliments ultra transformés sont des aliments qui sont faciles à consommer, qui sont agréables aussi, parce qu'ils sont souvent sucrés, etc., qui sont faciles à cuire, donc rapides. Et ce qu'on constate malheureusement, c'est que ce sont les plus jeunes d'entre nous qui les utilisent, donc les enfants, les adolescents. Et ça, c'est le danger, parce que malheureusement, eux sont en début de vie, et l'évolution des maladies, après, ça continue. Donc ça c'est, disons, un fait très important, c'est que nos jeunes mangent mal et trop d'aliments ultra-transformés. Je crois que c'est important dans l'interprétation effectivement de l'étude, ce qu'elle montre. Elle ne prouve pas que les aliments ultra-transformés sont intrinsèquement toxiques, cancérigènes. Elle montre qu'un mode de vie basé sur la consommation d'aliments transformés de façon importante est toxique. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant. Maintenant, est-ce que c'est l'aliment transformé ou est-ce que c'est la place que prend l'aliment transformé qui prend la place d'autres aliments de base qui ont des effets protecteurs? Si je prends le cas des fruits, des légumes, des légumineuses. Quand on mange des aliments transformés, on mange moins d'aliments nature, peu transformés. Bruts, comme on dit. Bruts, qui n'ont pas été transformés. Voilà, les fruits et légumes secs, les noix, les graines, les céréales complètes, sont tous associés à des effets de réduction du risque de cancer. Donc voilà, il faut faire la part des choses entre ce qui est vraiment toxique ou est-ce que ça prend la place de quelque chose qui est protecteur. Il y a probablement un peu des deux. Oui, probablement. C'est vrai, il y a aussi la sédentarité qui joue. Non, un point important sur lequel je voudrais revenir, c'est celui des jeunes. Quand on regarde l'exposition humaine
aux aliments transformés. Prenons le cas des chips ou des frites, par exemple, ou d'acrylamide. C'est systématiquement les enfants qui sont plus exposés par unité de poids, par kilo. Et c'est un mode de vie qui se répand dans notre société. Ce sont les sodas, tu as beaucoup condamné les sodas, ce sont les chips, c'est tous ces produits-là qui sont très transformés et malheureusement, ce sont les plus jeunes qui consomment ça et qui vont adopter ce mode de vie. Et c'est associé effectivement à un mode de vie malsain, sédentarité, etc., peu de fruits et légumes. Et donc c'est le mode de vie occidental qui est lié évidemment, clairement il y a une relation causale entre ce mode de vie, mais là, l'élément, le facteur principal, causal n'est pas toujours bien identifié. C'est ça. Mais en tout cas, cette étude, elle mérite, quoi qu'il en soit, d'attirer l'attention sur ce type d'aliments-là. Alfred Bernard, vous disiez c'est la nouvelle crise alimentaire, en fait, ces aliments ultra transformés. Oui, mais c'est le facteur de risque, l'obésité. Vous commencez obésité, regardez aux États-Unis, la moitié de la population souffre d'obésité. Obésité, diabète, maladie cardiovasculaire, plus cancer, etc. Et tout ça fait, c'est pas uniquement ces aliments, c'est la sédentarité qui joue aussi, et toute une série de facteurs qui sont impliqués et qui jouent sur... Les perturbateurs endocriniens sont aussi présents dans toute une série d'éléments. Et donc c'est multifactoriel, ça il faut bien comprendre. Mais il faut un mode de vie sain. Oui, alors Nicolas Guggenbuhl, vous parliez, et vous tous d'ailleurs parliez du fait que les jeunes étaient particulièrement exposés. Est-ce qu'il y a aussi un facteur social? Est-ce que les personnes précarisées sont plus exposées à ce type d'alimentation? Mais c'est bien documenté dans la santé en général et dans l'alimentation saine. On voit clairement que plus le niveau d'éducation et de revenus augmente, plus l'alimentation gagne en qualité nutritionnelle. Et ça concerne aussi les aliments ultra transformés qui sont plus consommés par les gens qui ont peu de moyens. Pourquoi? Parce qu'ils sont aussi bon marché par rapport au prix de la calorie, au prix énergétique. C'est des aliments qui, finalement, calent, apportent beaucoup d'énergie pour quelque chose qui est relativement modeste. Le gras raffiné, le sucre raffiné, ça ne coûte pas cher. Les viandes maigres, les poissons, les fruits de mer, la salade, les crudités, les légumes, par calorie, ça revient beaucoup plus cher. Ouais, donc ça veut dire qu'on en est toujours là aujourd'hui, que finalement, bien manger, c'est alors pas réservé, on va dire, à une partie de la population, mais en tout cas, tout le monde n'est pas égal devant l'alimentation. C'est clair, le défi de l'alimentation saine, c'est surtout d'augmenter la qualité de l'alimentation chez ceux qui mangent le plus mal, et ce sont ceux qui ont les plus faibles revenus. Ça sert à rien de s'acharner à faire manger une 6e portion de fruits et légumes à quelqu'un qui en mange déjà 5. Il ne va rien gagner en plus pour sa santé. Et quelqu'un qui n'en mange pas ou qu'une par jour, eh bien rien qu'en doublant, il va déjà avoir un bénéfice santé tangible. Ouais, Jean-Ève, on en est toujours là, alors aujourd'hui, puisque vous êtes président du Conseil supérieur de la santé, et votre job, c'est notamment faire des recommandations au pouvoir public pour essayer justement d'améliorer notamment la qualité de la santé, sur le plan alimentaire aussi. Donc, nous avons essayé différentes choses. Nicolas Guggenbuhl le sait bien, puisque nous avons rédigé le plan national nutrition santé ensemble, du moins le premier jet. Donc, toute une série d'initiatives qui vont un peu dans tous les sens pour essayer d'améliorer la qualité de notre alimentation, et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile parce qu'il faut toucher les publics, il faut aller presque chez les gens de façon individuelle. Hein. Est-ce qu'une campagne à la télévision, manger 5 fruits et légumes par jour, est-ce que ça porte? Pas toujours. Bien sûr, c'est des messages qui vont rester dans les oreilles des gens, mais les résultats sont faibles de ces campagnes manger 5 fruits et légumes par jour. Il ne suffit pas de dire ce qu'il faut faire. Hein. Il faut aussi façonner l'environnement pour qu'il soit propice à... il faut que les denrées saines soient plus accessibles du point de vue physique, du point de vue financier aussi. Éventuellement que les denrées malsaines le soient moins au travers d'autres mesures. Il faut conscientiser aussi l'ensemble des acteurs, hein, donc de proximité en général, parce que ce combat, c'est un combat de plusieurs personnes solidaires, si vous voulez. Hein, donc, et c'est vrai que c'est assez inquiétant, parce que depuis le temps qu'on en parle de ces questions-là, vous le dites vous-même, on a du mal à en voir les effets sur le terrain. C'est inquiétant. Oui, ce qui est inquiétant, c'est le climat de désinformation qu'il y a dans notre société, parce qu'on ne parle que de pesticides, etc. Mais la source principale des pesticides sont les fruits et légumes, qui ont des effets protecteurs considérables. Il faut en manger plus, pesticides ou pas. Et donc, on braque notre société sur des peurs qui sont évidemment des peurs qui sont injustifiées. Alors justement, que peu d'impact. Alors justement, pour embrayer là-dessus, j'allais vous poser effectivement la question. On parle maintenant des aliments ultra transformés, mais on a parlé des phosphates dans les charcuteries ou dans les viandes aussi. En effet, les viandes déjà transformées, on a parlé des nitrites. On parle continuellement des pesticides qui seraient en tout cas extrêmement nocifs et extrêmement toxiques.
Et on se demande finalement, est-ce qu'on peut manger sans risque, Nicolas Guggenbuhl? Alors, sans risque, non. Mais rien que vivre, c'est risquer sa vie. Mais on peut manger en ayant plus de bénéfices que de risques, clairement. Et dans les modèles qui existent et qui modélisent ce qu'on peut gagner en termes de nombre d'années de vie sans maladie, et en vie, eh bien, on sait que les principaux leviers alimentaires, c'est pas manger moins de lactose, de gluten, d'additifs, de viande. Non, c'est manger plus de 5 choses. Des céréales complètes, des légumineuses, légumes secs, pois cassés, pois chiches, lentilles, etc. Des légumes, des fruits et des noix et des graines. Si on ajoute ces 5 composantes dans l'alimentation, on va gagner bien plus d'années de vie en bonne santé qu'en supprimant tout ce qu'on peut considérer comme mauvais. Vous voulez dire qu'on peut manger des aliments qui sont réputés être mauvais pour la santé, comme ces aliments ultra-transformés dont on parlait, mais si on y ajoute ces aliments qui sont bénéfiques, alors on réduit, ou en tout cas on gagne des années de vie. Le simple fait, je prends une charcuterie, on sait que la charcuterie toute seule a des effets cancérigènes. Par contre, ces effets cancérigènes, si on modélise ça et qu'on mange cette charcuterie avec une salade par exemple, on voit que le gain apporté par la salade est bien supérieur au risque engendré par la consommation de saucissons. Donc vivre sans risque, non, mais on peut vraiment réduire ce risque et le tourner en sa faveur. Ouais, Jean-Ève, je vous repose la même question. Est-ce qu'on peut manger sans danger finalement? Est-ce que on reparlait encore ce matin d'une étude qui montre à quel point les fruits et les légumes qui se retrouvent dans nos assiettes sont infestés de pesticides? Est-ce qu'on peut ou pas les manger? Écoutez, l'alimentation, c'est pas une chose simple. Nicolas l'a expliqué de façon très simple, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait quand même de grosses erreurs alimentaires qu'on a identifiées par rapport à des groupes d'aliments. Pensons au sel, par exemple. On mange 2 fois trop de sel, mais le sel, ça a de grosses implications. Donc vous dites que c'est plus mauvais de manger trop de sel que de manger une pomme qui a été largement... Oui, si on fait la balance de tout cela. Donc, même chose pour les sucres. Donc, nous mangeons trop de sucre dit rapide, saccharose, glucose, etc. Pas assez de sucre lent. Nicolas l'a illustré avec les féculents. Donc, vous voyez, dans les matières grasses aussi, on mange trop de graisses dites saturées, pas assez de graisses insaturées. Donc, c'est apprendre, si vous voulez, à modifier un peu nos balances. Bon, c'est compliqué. Nicolas est un expert en nutrition, un des langages qui parle plus aux gens. Mais en fait, si on examine un petit peu plus près, il faut modifier ces balances et privilégier ce qui est reconnu comme étant le plus... Mais vous êtes d'accord avec ce que disait le professeur Alfred Bernard quand il disait mais on désinforme, on parle que des pesticides et du coup les gens ont peur de manger des légumes et des fruits. C'est ça aussi le problème? On stresse les gens, sont stressés avec l'alimentation. Mais pourtant c'est une réalité ces pesticides. Mais c'est une réalité qui influence dans quelle mesure la santé. C'est ça qu'il faut voir. Le problème c'est que souvent on voit le risque. Le risque de traverser une route et de se faire écraser, il est là. Maintenant, le danger va dépendre. Est-ce qu'il y a du trafic ou pas? S'il y a une voiture qui passe par jour, eh bien, il y a moins de danger que s'il y a 2000 voitures qui passent par jour. Et en alimentation, c'est comme ça aussi. Le risque, il est toujours là. Mais le danger, n'est pas proportionnel au risque. Mais vous avez mentionné cette étude intéressante, prospective. Depuis 30 ans, on fait des études prospectives avec des légumes et des fruits. On voit des effets positifs, mais spectaculaires. On parle de réduction de 20-30% de risque de cancer et de maladies cardiovasculaires qui sont des fléaux de la mortalité. Et ça, alors qu'on avait des produits qui étaient beaucoup plus contaminés qu'autrefois. En d'autres termes, le risque de ces pesticides est nul pour les consommateurs, pratiquement nul. L'effet protecteur... D'accord avec ça, le risque est pratiquement nul de consommer ces pesticides. On prend beaucoup de temps à discuter des crises alimentaires, à discuter de tel et tel élément toxique, alors qu'effectivement, revaloriser les fruits et légumes, ça permettrait d'annihiler le risque des pesticides. Ils sont omniprésents, on ne peut pas y échapper. C'est des traces. Maintenant, s'il n'y a pas de pesticides, c'est pas plus mal, ça ne peut qu'être mieux. Mais le bénéfice santé aujourd'hui, lié à une production sans pesticides, aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, il n'est pas documenté, il n'est pas clairement documenté. Le bénéfice santé, il tient aux végétaux, quel que soit le mode de production, les fruits et légumes, bio ou conventionnels, les deux ont un effet protecteur. Ça pourrait atténuer un peu l'effet protecteur, mais le danger, c'est que ces produits étant plus chers, ça pourrait détourner les gens de la consommation des fruits et légumes. Ils pourraient se dire, c'est bourré de pesticides, finalement, les gens raisonnent comme ça. Donc il faut être extrêmement prudent. Quand je vois que la Belgique s'est battue pour le glyphosate, cette histoire était ridicule. Quand on voit va peut-être revenir sur le glyphosate, parce que c'est un autre dossier assez compliqué aussi. Non, mais le cas du non, mais c'est intéressant. Non, c'est illustratif. Alors que nous sommes des gros vendeurs, des gros consommateurs
de charcuterie, que la frite qui est bourrée d'acrylamide, probablement cancérogène. Donc vous dites c'est deux poids, deux mesures. Mais bien sûr que politiquement, on instrumentalise certains risques au détriment de l'intérêt des consommateurs. Le monde médical est convaincu que les facteurs de risque ne sont pas liés à ces quelques traces qu'on trouve dans l'alimentation. Alors, c'est la mauvaise alimentation, le mode de vie. Il serait important... Pour conclure, et on peut peut-être revenir aussi... Oui, vous vouliez non, mais il serait important de conscientiser un petit peu nos politiques. Quand Alfred parlait de frites et d'acrylamide, quand on pense qu'on fait la semaine de la frite, par exemple. Ah ben oui. Bon, c'est très sympa, une baraque à frites. Mais ça, c'est un peu votre rôle aussi au Conseil supérieur de la santé. Oui, tout à fait, on attire. Mais enfin, bon, vous savez qu'il y a des intérêts économiques. Hein, donc, chaque fois qu'il y a un problème de santé, on dit attention. On nous dit oui, mais il y a des emplois en dessous. C'est pour beaucoup de sujets, c'est comme ça. Alors, les marchands de frites, ils sont très sympas, mais ce qu'ils vendent dans leur cornet de frites, c'est vraiment rien d'intéressant. Alors, c'est très bon. Hein, pour terminer, parce qu'on a bien entendu vos recommandations, je disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut encore manger sans risque ? Certains pourraient dire, oui, mais est-ce qu'on peut encore manger en se faisant plaisir, quoi, en mangeant de temps en temps des chips, en mangeant une frite de temps en temps. Mais bien sûr. Ou bien, parce que c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que parfois il y a une forme d'injonction morale où on doit manger des choses saines et c'est pas forcément drôle de manger des choses saines. Non, ça ne marche pas, mais on peut découvrir des tas de choses en alimentation. Et rien que la catégorie des légumineuses, par exemple des lentilles, on peut faire des houmous, on peut faire des tas de merveilles, de galettes. Il y a beaucoup de possibilités en cuisine, mais c'est vrai qu'il faut un petit peu explorer. Oui, on peut manger en se faisant plaisir, on peut manger des frites, mais mangeons des frites alors dans un contexte où il y a aussi des crudités, des fruits, quelque chose de profitable. Donc il ne faut pas stigmatiser. On peut manger des aliments ultra transformés, c'est le mode de vie basé sur l'ultra transformé qui pose problème. Très bien, on a bien compris le message. Vous êtes d'accord avec ce message-là aussi, tous les deux ?